Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons réfléchir ensemble pendant un petit moment sur la question de l'universalisme donc à l'universalité des droits fondamentaux qu'elle défie, à travers des sphères de compétences différentes qui est donc spécialisée dans les arts, dans la culture, comme Isabelle, Samuel, donc, qui est directeur de l'IUT de Saint-Denis, qui a une expérience dans la gestion. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui les fondamentaux, si vous voulez, s'organise ou bien s'exprime à l'université. Guylain Chevrier, qui a une expérience autant qu'historien, mais aussi sur la question sociale, qui va traiter de la différence des droits, du droit à la différence qui aboutit à la différence des droits. Et Yves Mamou, qui a été journaliste au Monde et qui est critique vis-à-vis des élites, qui estime que les élites ont abandonner cette question de l'universalisme, et il va venir donc nous expliquer en quoi et de quelle façon les élites aujourd'hui ont tourné le dos à l'universalisme. Jérôme Maucourant, qui est économiste, en fait, qui est aussi, c'est de l'économie politique, donc vous êtes économiste de formation, mais vous travaillez aussi au confluent donc, de l'économie politique, vous vous êtes intéressé à la question de l'individu, mais aussi à la question de la nation. Vous avez travaillé sur le communautarisme, vous avez réfléchi sur cette question du communautarisme, et dernièrement, vous avez senti le besoin de vous engager dans l'associatif. Donc c'est d'ailleurs de cette façon-là que nous nous sommes rencontrés, je pense, l'année dernière à Lyon, alors que vous organisiez donc une rencontre pour parler, je ne me souviens plus de quoi, de la laïcité probablement, parce qu'on n'en parle jamais suffisamment, et donc nous nous étions réunis à Lyon. Donc la façon avec laquelle j'ai prévu que cette table ronde se déroule, donc le premier donc, à prendre la parole, ça va être Samuel. Ensuite, ça va être Isabelle, ensuite Guylain et Yves, et le dernier, finalement, ça va être Jérôme. Donc, vous avez une dizaine de minutes pour nous dire qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question de l'universalisme et comment, donc, vous la situez dans votre sphère de compétences. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Merci infiniment pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour nous d'être ici, entre nous. Effectivement, c'est important, je pense aussi, qu'on puisse avoir ces moments-là. Et c'est d'autant plus important pour moi que c'est une ville dans laquelle je travaille également, puisque je dirige un établissement universitaire qui est situé à quelques mètres de là où nous nous situons aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant justement dans cette question de l'universalisme et de l'université, c'est qu'en fait, on a affaire à quasiment au même mot. Université vient bien du mot universalisme, et donc s'il y a bien un endroit dans lequel l'universalisme doit avoir toute sa place, c'est bien au centre de l'université, notamment de l'université française qui, depuis le XIIe siècle, en réalité, s'est forgé cette tradition d'universalisme. Ça s'est bien évidemment beaucoup plus amplifié après la Révolution française et avec ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Mais en réalité, depuis cette Révolution française, l'université française s'est clairement donné une mission et le rôle qui était de pouvoir prôner dans le monde entier les valeurs de la République, les valeurs humanistes, les valeurs de l'universalisme, et au sein desquels, du coup, tous les citoyens sont égaux en droit et en liberté. Or, ce que l'on peut voir, c'est que depuis quelques années maintenant, l'université, en tout cas l'université française, est au centre d'un certain nombre de polémiques ou au cœur d'un certain nombre de remises en cause, justement, de cet universalisme. C'est-à-dire que le lieu dans lequel l'universalisme a le plus pris sa place est le lieu dans lequel, aujourd'hui, il est le plus remis en cause. Et je voudrais d'ailleurs citer la liste qu'avait Mario Stasi, qui est le président de la LICRA, indiqué dans un article qu'il a publié en fin d'année dernière, où il nous donne les quelques exemples les plus récents, mais on pourrait remonter sur quelques années et en trouver malheureusement encore des dizaines d'autres. Quand on regarde qu'à Sciences Po, une section de Jean Moulin du Front National, on peut quand même déjà
trouvé ça un petit peu exaspérant, mais donc une section Jean Moulin du Front National a été créée à Sciences Po. À l'Université Lyon 2, en octobre dernier, un colloque consacré à l'islamophobie proposait de réunir pour en parler les représentants de tous les milieux proches du fondamentalisme lyonnais. On a également dernièrement à Limoges un séminaire qui donnait la parole au porte-parole du Parti des indigènes de la République pour vous présenter un livre sur le racialisme qui était donc rempli notamment de propos antisémites. Dernièrement encore aussi à l'École normale supérieure de Lyon, et là à l'insu de la présidence de cette université, eh bien, un séminaire avait été organisé sur le classe, le genre et la race, également avec des théoriciens du Parti des indigènes de la République. En fait, et encore une fois, les exemples pourraient être malheureusement beaucoup plus nombreux. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'a priori, qu'il y ait des débats au sein des universités françaises, ce n'est pas inquiétant en soi, c'est le lieu. S'il y a bien un lieu dans lequel on doit pouvoir s'interroger sur tous les sujets, et y compris d'ailleurs sur ceux que je viens de citer, c'est bien au sein des universités. Et en ce sens-là, ce n'est pas particulièrement inquiétant. En revanche, ce qu'il est important de voir, c'est qu'au sein des universités, lorsque des débats ont lieu, il doit avoir lieu avec des chercheurs, avec des universitaires, et non pas avec des militants de bas étage, j'ai envie de dire. La recherche est un domaine d'activité qui est libre en France, et même constitutionnellement libre, mais l'université doit donc choisir ses intervenants, et surtout, lorsque des débats doivent avoir lieu, eh bien, ils doivent avoir lieu à partir de données académiques, de recherche, avec des universitaires qui seront là pour essayer de confronter des théories validées par d'autres universitaires antérieurs. Là, aujourd'hui, qu'on ne soit pas dupe, lorsque ce genre de débats ont lieu dans les universités françaises, eh bien, on a affaire à des militants qui viennent sous pseudo, en présentant des ouvrages qu'ils ont éventuellement pu rédiger, eh bien, de présenter des théories qui ne sont pas des théories académiques. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il est peut-être un peu nouveau ces derniers temps avec des militants religieux, mais sur le plan politique, ça a toujours existé. Dans les années 80, rappelons-nous des polémiques qui ont entouré Forisson, qui avait mis des théories en place sur le révisionnisme, notamment par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc l'extrême droite en son temps, et aujourd'hui des religions et notamment des islamistes, essayent de remettre en cause eh bien, un certain nombre de théories et utilisent l'université pour ce faire. Donc en fait, l'université est aujourd'hui confrontée à un défi vraiment important. Parce que si on laisse faire, eh bien, on va effectivement vers la négation de nos valeurs, la négation de cet universalisme que l'on défend depuis la Révolution française et que l'université française a été un des plus fervents défenseurs. Et si on laisse faire ça, eh bien, on aura perdu en grande partie le terrain de cette défense des valeurs de la République qui aujourd'hui est portée notamment par l'université française. L'université est là pour valoriser la recherche, elle n'est pas là pour promouvoir des militants. Il ne faut pas confondre la tribune d'un meeting politique avec l'estrade d'un amphithéâtre. Les deux ne sont pas liés. Dans un amphithéâtre, on est là pour faire de la recherche ou en tout cas pour la présenter à des étudiants. Dans un meeting politique, les activités sont tout à fait différentes. Et il y a un deuxième point que je voulais du coup aborder après ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, si cet universalisme est remis en cause au sein des universités, c'est peut-être aussi parce que, au nom justement de cette liberté académique, on laisse faire tout et n'importe quoi et on laisse des enseignants ou des intervenants venir dire des choses qu'ils n'ont pas à dire au sein des universités françaises. Mais il y a un deuxième sujet, moi, que je voulais aborder, et là, je pense que c'est presque d'ailleurs les services de l'État qui remettent en cause l'universalisme de l'université française. Et peut-être que mes propos vont un petit peu étonner, mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je considère que d'augmenter le coût des formations pour les étudiants étrangers va à l'encontre précisément de l'universalisme de l'université française. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'en novembre dernier, le Premier ministre a annoncé que les frais d'inscription pour des étudiants étrangers allaient augmenter. Aujourd'hui, un étudiant français paye 170 € pour entrer dans une université, un étudiant étranger également. À partir de la rentrée prochaine, les étudiants étrangers hors communauté européenne paieront plus 170 €, mais 3 770 €. Donc c'est une sacrée augmentation.
Autant dire qu'on rend payant la formation. Et pourquoi est-ce que je considère que ça va à l'encontre du rôle universaliste de l'université? C'est précisément que depuis la Révolution française, nous promouvons les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la laïcité à travers l'université française et notamment à travers des étudiants étrangers qui viennent s'inspirer de ce que le siècle des Lumières nous a apporté et repartent ensuite dans leur pays avec ces valeurs-là. Tout à l'heure, c'était Rada Hatem qui disait que dans les missions locales, les missions laïques, c'est les missions locales, non, c'est ça, dans les pays étrangers, promouvaient également eh bien, les valeurs de la République et les valeurs de la Révolution et de l'esprit des Lumières. Eh bien, ces organismes-là les faisaient sur les territoires étrangers et en France, eh bien, nous faisions venir des étudiants étrangers pour qu'ils puissent s'inspirer de ces valeurs-là. En augmentant les frais d'inscription, bien évidemment, on va limiter et très fortement l'arrivée d'étudiants étrangers, ou en tout cas, on va les sélectionner. Tous les pays ne pourront plus être concernés, ou en tout cas, au sein de tous les pays étrangers, toutes les personnes ne pourront plus venir maintenant dans notre pays pour pouvoir s'inspirer des valeurs qui sont les nôtres. Et je pense qu'aujourd'hui, en faisant ça, eh bien, on est exactement à l'encontre de ce que l'on doit faire lorsque l'on parle de l'universalisme au sein des universités. Donc, je ne sais pas si j'ai utilisé les 10 minutes, en tout cas, c'est pas grave, parce que je sais que mon voisin, lui, il va sûrement en prendre beaucoup plus. Hein. Non, mais j'ai une question. Mais, en fait, en tout cas... Samuel, j'ai une question. Donc, si je comprends bien, il y a véritablement une remise en cause, il y a des pressions, mais qu'en est-il, par exemple, du financement des chaires de recherche et qu'en est-il des choix des problématiques de recherche? Alors, aujourd'hui, les universités, depuis 10 ans maintenant, sont autonomes. Elles sont totalement autonomes financièrement. Donc elles ont le droit aujourd'hui de récupérer l'argent où elles peuvent, où elles veulent. Surtout où elles peuvent d'ailleurs. Hein, mais bon. En tout cas, elles ont cette autonomie-là. L'État donne de l'argent pour payer essentiellement les salaires des enseignants et pour le reste, les universités sont autonomes. Sur la pédagogie, elles l'ont toujours été. Ce n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de diplômes nationaux en France, dans les universités françaises. Ça veut dire qu'une licence faite dans une université n'est pas exactement la même que celle faite dans une autre université, parce qu'il n'y a pas de diplôme national. Le contenu des formations est également à la libre appréciation des universités. Donc les chaires, eh bien, elles sont financées comme les universités souhaitent qu'elles soient financées. Donc, soit avec des fonds privés, soit avec des fonds publics. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas augmenter les frais d'inscription des étudiants à l'université. On n'a pas encore ce droit-là. Voilà, je ne suis pas convaincu qu'il faille l'avoir, moi, parce que ce qui est important aussi, c'est que justement l'université puisse eh bien, s'intéresser à tous les enfants de la République et même à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs qu'à l'université. Donc, il faut rester, selon moi en tout cas, hein, sur des frais d'inscription relativement bas. Et donc, du coup, on a le droit d'aller récupérer effectivement de l'argent dans le privé si on le veut et n'importe où on souhaite. En fait, je posais cette question parce que en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Canada, ce n'est pas toutes les problématiques de recherche qui sont subventionnées. Celles qui le sont en général favorable aux thèses de l'idéologie dominante. Donc c'est pour ça qu'on a vu disparaître du radar, du champ académique, différentes problématiques. L'universalisme, en fait, n'existe plus, on ne se questionne plus, on ne décrypte plus ce qu'est l'universalisme, parce que eh bien, l'étudiant qui s'inscrira donc dans cette thématique eh bien, ne se trouvera pas financé par une chaire de recherche. Donc on a effectivement beaucoup de chaires de recherche qui financent eh bien, des thématiques donc, qui leur sont très chères, le multiculturalisme par exemple, et ainsi de suite. Donc ces questions-là de financement, à mon avis, sont au cœur aussi de la bataille idéologique de l'universalisme au sein des universités. Exactement, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les fonds que les universités vont récupérer ne sont pas véritablement contrôlés. Encore une fois, l'État donne de l'argent pour payer notamment les salaires, et pour le reste, eh bien, on va un petit peu récupérer l'argent où on veut, où on peut. Voilà. Donc je voudrais juste terminer peut-être, parce que, et puis après je pense que je ne sais pas s'il y a des questions, comment un petit peu c'est organisé, mais je pense qu'aujourd'hui, l'universalisme est remis en cause, on l'a vu depuis tout à l'heure, et je pense qu'on le verra encore, il est remis en cause à différents niveaux. Il est aussi remis en cause au sein des universités, et j'ai envie de dire que si
on perd la bataille au sein des universités. Je ne sais plus qui tout à l'heure disait on est foutu. Moi j'ai envie de dire aussi, là pour le coup, on le sera également et on le sera doublement. Et donc il faut qu'on se retrousse tous les manches, et notamment au sein des universités françaises, pour défendre cet universalisme. Et à l'époque, quand même, ceux qui la défendaient dans les universités françaises, eh bien, s'appelaient Descartes, Diderot, d'Alembert, Montesquieu. Ils avaient des noms dont on se rappelle encore aujourd'hui, et ce ne sont pas ceux que l'on voit aujourd'hui arriver dans nos universités pour présenter des thèmes dont on a parlé tout à l'heure avec la liste que je vous ai présentée de Mario Stasi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est que cet universalisme, il doit, à mon avis, vraiment passer aussi par l'université. Et intéressons-nous à ce qui s'y passe et offusquons-nous lorsque l'on voit qu'il y a des dérives, et je peux vous assurer qu'il y en a quotidiennement. Merci.